Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver comme tous les jours pour parler RSE et transition écologique des entreprises. À mes côtés, Émilie Kovacs, fondatrice et rédactrice en chef du média Ecopo. Bonjour Émilie. Bonjour Eva, bonjour à tous et bienvenue dans Smart Impact. Au sommaire aujourd'hui, nous parlerons mode responsable et engagé avec Victoire Sato, cofondatrice du média The Good Goods. Notre débat RSE portera aujourd'hui sur la préservation de la biodiversité avec Jérôme Cohen, président fondateur de Engage, et Thomas Parouti, fondateur de l'agence Mieux. Nous verrons ensuite comment la Gironde veut devenir un territoire résilient. Et enfin, nous parlerons recyclage de l'eau avec la start-up Hydraloop. Mais d'abord, les news, Eva. Oui, Émilie. Plus d'un Français sur 3 prêt à s'engager pour un monde plus durable. C'est le résultat d'une étude de l'association 4D et VEC France. Depuis 3 ans, les deux organisations réalisent un baromètre annuel de mesures de perception des Français sur les 17 objectifs de développement durable, les fameux ODD de l'ONU. Une étude cette année post-Covid qui confirme la volonté des Français à mieux consommer. 38% ont fait plus attention à l'origine des produits qu'ils consomment, 29% ont fait plus attention à leur production de déchets et 28% réfléchissent sérieusement à leur impact sur le climat. Enfin, sur 13 sujets liés aux ODD, 65% des Français ont fait plus attention à au moins l'un d'entre eux. De plus en plus de déchets électroniques. C'est la dernière mise en garde de l'ONU. Les déchets provenant de l'électronique ont dépassé les 50 millions de tonnes en 2019 dans le monde, une augmentation de 20% sur 5 ans. Seuls 17% des 53 millions de tonnes de déchets provenant de l'électronique grand public, téléphones, ordinateurs, électroménagers ou automobiles ont été recyclés, selon le rapport annuel de l'ONU sur le sujet. Le reste, pour un montant estimé à quelques 50 milliards d'euros, est jeté. Il faut régler cet enjeu de recyclage, avertit l'organisation, et vite. Et enfin, du 29 août au 20 septembre 2020, et pour la 8e année consécutive, le Tour de France lance l'opération Le Tour de France de la biodiversité. L'objectif met à l'honneur les écosystèmes des régions traversées par les coureurs, de la région niçoise à Saint-Quentin-en-Yvelines, en passant par les Cévennes ou le parc des Écrins. Cette année, ce Tour de France de la biodiversité prend en effet une tonalité particulière suite au confinement où chacun a pu prendre conscience de l'importance de ces espèces et paysages à protéger. C'est maintenant l'heure de notre invité du jour. L'invitée du jour est la cofondatrice d'un média dédié à la mode et au lifestyle durable. Responsable et engagée, il s'agit de Victoire Sato. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice du média The Good Goods. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce média ? Tout à fait, merci beaucoup de me recevoir. Alors oui, The Good Goods donc, est une structure que j'ai cofondée avec mon frère Thibaut en 2016 qui comprend un média grand public, digital, 100% digital et omnicanal. Donc un web magazine qui contient également une cartographie des boutiques engagées partout dans le monde et un annuaire de marques responsables qui sont référencées selon leurs engagements. Nous avons également une chaîne de podcast qui est plus à destinée business où je reçois des porteurs de solutions qui œuvrent en faveur de l'accélération de la transition de l'industrie. Et enfin, une partie agence de gestion d'influence et d'influenceurs et d'influenceuses responsables. Comment vous en êtes arrivé là ? À quel moment vous avez fait le constat qu'il fallait parler de mode, mais de mode responsable ? Alors, moi j'ai un parcours un petit peu atypique. Je suis médecin en fait, j'ai une formation scientifique, donc j'ai fait 11 ans de médecine, je suis radiologue précisément, c'est un métier que j'ai exercé pendant 2 ans dans le privé et dans le public et qui ne me correspondait pas trop, avec toujours en arrière-pensée l'idée que la mode était une passion que j'avais envie de convertir en métier, je ne savais pas exactement à quel moment, donc j'ai une formation sur le sujet qui est autodidacte et en parallèle une grande appétence pour tout ce qui relève de l'écologie et particulièrement une empathie pour l'humain qui était relative à mon premier métier mais qui est applicable aussi au secteur de la mode. Il se trouve que je suis quelqu'un d'assez hyperactif, j'ai toujours eu plusieurs vies professionnelles en même temps, j'ai beaucoup rédigé de contenu, soit sur des blogs, soit sur des médias en freelance pendant mon internat à Paris. J'ai également fait un Master 2 en pédagogie numérique au Centre de recherche interdisciplinaire qui m'a permis d'en apprendre plus sur les outils numériques et les méthodes digitales qui servent à la pédagogie, donc la robotique, les MOOC, les structures d'information en ligne, etc.
Et à côté de ça, donc mon frère a un parcours business. Lui, il avait dans l'idée de créer un jour un business à impact. Il a un parcours qui a toujours été dans ce type de domaine. Il s'est trouvé un moment dans ma carrière, dans ma courte carrière journalistique en freelance, où j'ai dû rédiger un dossier sur l'impact environnemental et humain de l'industrie du vêtement. Je ne m'y étais pas vraiment intéressée au préalable, je n'avais pas relié les points. Et pour ce dossier-là, j'ai fait un travail de sourcing bibliographique qui était un petit peu équivalent à celui qu'on fait lorsqu'on fait une thèse de médecine ou tout simplement des recherches scientifiques. Et là, j'ai découvert tout un tas de statistiques terrifiantes qu'aujourd'hui tout le monde connaît, mais donc c'était en 2016. C'est un secteur très très polluant, celui de la mode. Exactement. Alors, ça n'est pas le deuxième comme on le répète un peu partout et souvent de façon assez infondée. Par contre, ça reste 10% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde de façon générale. 3% des terres cultivables qui sont dédiées à la culture du coton et qui emploient 16% des pesticides mondiaux. Enfin, ce sont des chiffres qui sont aujourd'hui disponibles, mais qui à l'époque ne l'étaient pas. Et j'étais embêtée parce que je n'arrivais pas à concilier ma passion pour cette discipline et à la fois ma conscience écologique. C'est là qu'on a eu l'idée de créer ce média. Ça a été révélateur, ouais, du coup, ces Exactement. chiffres-là, ce travail-là d'enquête. Complètement. Alors, je dois dire que je ne l'aurais jamais fait seule et que clairement, la structuration économique et la création d'une entreprise et la structuration économique d'un média sont des sujets épineux pour lesquels je suis épaulée. Et Thibaut et moi formons un binôme qui s'est rencontré au bon moment dans cette vie professionnelle, en tout cas. Alors justement, la mode responsable, on disait, c'est un secteur très polluant. Oui. Vous, quelles sont les entreprises que vous mettez en avant dans votre site média ? Alors nous, on travaille avec tout type d'entreprise parce qu'on cherche au maximum à ne pas prendre parti. Ça ne veut pas dire qu'on ne révèle pas des informations qui sont sourcées et on le fait en transparence. C'est la condition sine qua non pour qu'une entreprise travaille avec nous. Le jeu, c'est qu'elle nous livre les clés de sa production, sa distribution, son shipping. On lui pose tout un tas de questions. On réalise des audits sur des critères très précis. On récupère soit des certifications, soit des chartes d'engagement qui sont signées par les marques. Et à l'issue... Quels sont les critères justement qui définissent, comment vous définissez qu'une marque est responsable ou non ? Alors, déjà, je pense que c'est important d'avoir une représentation de quête et de ce qu'on appelle la stratégie des petits pas et non pas de point d'arrivée. Une marque n'est pas à un moment donné responsable. Une marque responsable, c'est une marque qui n'arrête jamais de te poser des questions. Ça, c'est la première chose. Une marque peut être responsable, même une marque de grande distribution, à partir du moment où sa gouvernance, où ses dirigeants ont pris conscience d'un problème, ont mesuré, et c'est là que la science a une vraie valeur ajoutée, ont mesuré un impact problématique sur la chaîne de production et travaillent de façon efficace à œuvrer à son changement en étant généralement accompagné par des structures dont c'est le métier, parce que la RSE ou le développement durable n'est ni enseigné dans les écoles de mode ni dans les écoles de commerce. En tout cas, si elles le sont, c'est très récent. Donc ce sont des marques qui, pour nous, ont toujours 3 points communs. Le premier, c'est qu'elles sont très humbles. Elles se posent des questions et elles remettent en question leurs pratiques. La seconde, c'est qu'elles s'attaquent généralement à une clé d'entrée pour cette transition. Donc sur la chaîne de production, ça peut être passé d'un système de production à très large volume à un système de précommande ou une production à la demande et se passer de la logique d'économie d'échelle et des volumes qui créent les problèmes de stock qu'on connaît actuellement. Ça peut être changer ses méthodes de packaging, ça peut être intégrer l'économie circulaire et une structure de réintégration de seconde main sur, par exemple, sa plateforme web. Enfin voilà, c'est choisir un cheval de bataille et y aller à fond. Et une fois seulement, et c'est peut-être la différence entre une marque apparemment engagée et une marque réellement engagée, une fois seulement qu'on a des métriques, qu'on a des données qui permettent de prouver qu'on a eu un impact réel, on est à même et légitime de communiquer. Et c'est là que nous, on intervient. Donc, parler de résultats, essentiellement, vous vous basez sur les résultats. Donc, il y a plus de résultats, j'imagine, sur une petite marque qui est engagée depuis le début qu'un grand groupe qui essaye de se reconvertir ou de changer ses process, selon vous. Est-ce que c'est plus compliqué ? Est-ce que ça reste quand même minime pour une grande marque, une grande boîte de se convertir et de faire attention à ses impacts qu'une petite société made in France qui va, depuis le début, faire attention à sa chaîne de logistique de A à Z ? Alors, définitivement, c'est plus compliqué, c'est sûr, quand on a une industrie, qu'on fait partie de l'industrie conventionnelle. Maintenant, l'impact est nécessairement plus grand, puisque la responsabilité est plus grande de la mise sur le marché, j'entends. Ce qui est certain, c'est que
avant de faire quoi que ce soit, il faut mesurer. En fait, c'est pour ça que sont faits les bilans carbone. Il y a des structures donc, de conseil, d'audit, même des ONG qui sont là pour aider ces entreprises qui bien souvent sont un petit peu esselées et font n'importe quoi dans n'importe quelle direction en considérant que le problème finalement ne sera jamais solvable. Voilà, la première chose, c'est vraiment de mesurer, de savoir qu'est-ce qui pollue. Ce qui pollue, on le sait, c'est la production. 50% de l'impact d'une entreprise est lié à la production. Ça va du sourcing matière à finalement peu, enfin disons peu, c'est plutôt un rapport de 10% lié au transport. Donc une production, par exemple, asiatique, impacte certes du fait du transport, mais impacte moins que ce qu'on pourrait penser. Après, il y a des questions de solidarité à l'économie locale de son pays, etc. Mais ça, c'est autre chose. En tout cas, voilà, la première chose, c'est vraiment mesurer. Une fois qu'on s'est attaqué qu'on a choisi un problème auquel s'attaquer, clairement, quand on est dans la grande distribution, il faut changer de logique de production. Il faut rentrer dans un système qui n'est pas nécessairement directement circulaire, mais en tout cas considérer que... On en est où avec eux en ce moment en France sur la grande distribution, sur le textile? Ils sont à la traîne encore? Alors, la grande distribution ou les grandes entreprises françaises en tout cas, du secteur? Oui, je pense que c'est... Encore une fois, il faut dissocier les effets d'annonce de la réalité. À côté des effets d'annonce, la seule chose dont je peux parler de façon certaine et témoigner, c'est très récemment, donc, ont eu lieu les trophées de la mode circulaire, cette semaine dans lesquels j'étais jury, donc avec de multiples prix, des sommes importantes en jeu qui étaient allouées entre autres par l'ADEME et la métropole Lille-Europe, donc du bassin textile Nord. On a reçu 270 candidatures de différentes entreprises, donc de la DNVB, du tout petit créateur, au mass market. Et parmi ces marques, il y avait des marques de grande distribution françaises dans le secteur de l'enfant notamment, qui communiquent très très peu sur leurs engagements et qui sont en sous-marin depuis 10 ans en train de travailler sur des projets de recyclage, par exemple des chaussures, d'innovation textile pour permettre aux vêtements d'évoluer avec la morphologie des enfants pour éviter de reproduire et de consommer, etc. etc. Donc je pense qu'il y a 2 vitesses de communication et c'est là où nous on essaye de faire le tri avec The Good Goods. On n'a pas de problème à communiquer sur un géant qui pollue, mais qui est prêt à nous ouvrir ses portes et à faire état avec humilité, encore une fois, de ses réussites et des points problématiques, si tant est qu'ils soient en train d'y travailler. Et puis, on a un petit peu plus de mal et on n'a pas de problème à dénoncer, au contraire, les marques qui font n'importe quoi. Et on a eu quelques exemples de scandales, notamment lors du confinement, sur des impayés et sur des marques qui sont totalement désengagées de leurs partenaires et qui se disent le reste du temps engagés sur une collection, par exemple, qui utiliserait des matières recyclées ou du coton bio. Voilà, ça s'appelle du greenwashing. C'est difficile à expliquer, mais c'est pour cet effort de pédagogie qu'on est là. En tout cas, le secteur avance sur cette question-là. Oui. Aujourd'hui, les petites structures, vous disiez, les solutions, elles sont là. Très concrètement, et ça c'est très important aussi de le soulever, c'est que malheureusement ces entreprises, lorsqu'on leur parle, elles sont un petit peu comme un renard devant des phares, c'est-à-dire qu'elles ont un abord très punitif de la chose, alors que pour nous, la RSE et la transition, c'est une opportunité de faire mieux, de gagner la confiance de ses partenaires, des consommateurs qui clairement sont de plus en plus éclairés sur le sujet. Il y a de plus en plus de sondages sur des échantillons de population, de 1000 à 5000 personnes par l'Observatoire de l'IFM, par une structure comme Tagwalk, qui est un moteur de recherche dédié à la mode, selon lequel très récemment, il y a moins de 3 semaines, une étude est sortie expliquant que 71% des gens qui étaient interrogés sont prêts à payer plus pour une marque qui est véritablement engagée. 46% d'entre eux vérifient les étiquettes de façon quasiment systématique. Donc il y a une vraie évolution, en tout cas de la part du consommateur, que clairement les entreprises doivent suivre si elles veulent subsister. Merci beaucoup Victoire Sato d'avoir été avec nous, d'avoir parlé mode responsable et de nous avoir présenté votre média. Merci beaucoup. On va passer maintenant à la bonne pratique du jour. La Gironde veut devenir un territoire résilient. Le département est en effet engagé depuis 2 ans dans son programme Gironde alimentaire. Ce programme vise à permettre aux Girondins et aux Girondines de mieux se nourrir et de manger local, tout en assurant aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail et en préservant l'environnement. Le département a ainsi décidé d'ouvrir une ferme départementale
culturelle et biologique à Naudris dans le Médoc. Il lance un appel à toutes celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le maraîchage biologique. 8 hectares seront mis à disposition et pourront être découpés en plusieurs lots selon les projets présentés. Jusqu'à 4 maraîchers seront recrutés cet été pour fournir une production locale et de qualité afin de satisfaire les commandes des cuisines des 5 collèges du Médoc, mais aussi la demande locale. Cette ferme départementale ambitionne d'être un modèle de production exemplaire d'un point de vue environnemental et social. En effet, en plus de l'activité de maraîchage, le terrain abritera un élevage de poules, une conserverie ou encore un point de vente. Et ce n'est pas tout. Au-delà de l'aspect agricole, le domaine de Naudris sera également un lieu de rencontre et de création culturelle. Il devrait à terme accueillir aussi un festival de musique, une bibliothèque ou encore des résidences d'artistes. Merci beaucoup Émilie pour la mise en lumière de ce territoire. On passe maintenant à notre débat responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Notre débat RSE porte aujourd'hui sur cette interrogation: comment être un acteur de la préservation de la biodiversité? Pour en parler en plateau, nous accueillons tout de suite Jérôme Cohen, président fondateur de Engage. Bonjour. Bonjour. Et Thomas Parouti, fondateur de l'agence Mieux. Bonjour. Bonjour. Merci à vous deux d'être ici. On commence peut-être avec votre définition de la biodiversité pour commencer dans ce sujet. Pas simple. La biodiversité, on pourrait dire que, finalement, pourquoi pas, c'est tout ce qui concerne le vivant dans toute sa diversité. Donc c'est bien sûr les animaux, mais c'est aussi tous les microbes, toutes les bactéries qui sont autour de nous. Nous avons des interactions tous les jours avec des millions de microbes et de bactéries qui sont à l'extérieur de nous, au contact de nous, sur notre peau, à l'intérieur de notre corps. Et c'est ce qui constitue, à mon avis, fondamentalement la biodiversité qui, aujourd'hui, évidemment, est dans un état, on va dire, inquiétant, puisque en l'espace de 30 ans, la chute de la biodiversité a été multipliée par 100, que 70% des insectes en biomasse ont disparu depuis 30 ans. Donc le mot préserver, c'est peut-être pas le bon en fait. Non, je pense qu'il faut régénérer, et c'est ça ce qu'on essaye de faire nous, on en parlera après, avec notamment nos défis, mais je pense que c'est fondamental de la régénérer. Et puis je crois, tu me diras, c'est complétera après, je crois que ce qui est fondamental aussi, c'est de nous souvenir que nous faisons partie de la biodiversité. L'homme a eu une position, on va dire, à côté, voire éventuellement dominante, en surplomb la biodiversité. Non, nous en sommes partie, et c'est ça, c'est cette réconciliation, cette reconnexion qu'il faut travailler, qu'il faut nourrir aujourd'hui. Et en plus, l'enjeu est mondial, c'est-à-dire que par définition, la nouvelle ministre de la transition écologique et solidaire qui avant était secrétaire d'État à la biodiversité, si demain elle a plus de pouvoir, elle peut agir au niveau français, mais globalement, ça n'est pas suffisant, c'est une catastrophe et elle est mondiale. Voilà. Et ce qui est très décevant, c'est que cette année, ça devait être l'année de la biodiversité. Vous savez, il y avait le congrès de Marseille, de l'UICN, et il devait y avoir la COP 15 en Chine spécifique sur la biodiversité. Et donc ce coup de projecteur, on ne l'aura pas. Après, on a eu le coronavirus, qui fait partie qui a permis de faire gagner 2 semaines, c'est ça, sur 3 semaines. Ouais, sur le jour du dépassement. Du jour du dépassement. A priori, 3-4 semaines. Ça a préservé la biodiversité, et c'est surtout, ça a mis un coup de projecteur sur une partie de la biodiversité qu'on oublie parce qu'elle est invisible. Mais voilà, on fait partie, avec les animaux, les végétaux, les écosystèmes, de cette diversité du vivant. Et si on ne fait pas attention, tout va s'écrouler. Alors justement, quelles sont les solutions pour devenir acteur de cette, donc pas préservation on a dit, mais être acteur de la biodiversité en fait, tout simplement. Sa régénérescence. Oui. Ouais, alors acteur, c'est donc être réparateur, être protecteur. Aujourd'hui, en fait, il y a un gros problème, c'est que la biodiversité ne vaut rien, enfin n'a pas de valeur monétaire financière. Donc du coup, les entreprises ne s'engagent pas. Donc du coup, c'est les États, les associations. Donc les États, on connaît l'histoire du Bhoutan, qui a énormément de forêts et qui capte plus de carbone qu'il en émet. On connaît le Costa Rica, qui a
un pays qui est extrêmement préservé. Il y a 52 espèces de colibris, il y a 20 000 espèces d'araignées. C'est un pays pacifique. C'est le 4e pays où il faut passer sa retraite. Information importante. On a encore un peu de temps. Donc le Costa Rica, c'est vraiment un super pays. Donc soit il y a des pays qui prennent des initiatives. Il y a évidemment le monde associatif. On peut penser à la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, à l'ONF, à des petites associations qui s'occupent de préserver des anciennes graines comme Cocopelli. Et après, il y a des initiatives, par exemple les Sea Cleaners. Enfin, il y a plein de projets de bateaux qui ont promis qu'ils allaient récupérer 80% du plastique qui est dans les océans. Mais vous dites que les entreprises ne s'engagent pas, mais elles doivent s'engager, oui, mais préserver cette biodiversité. Pardon. C'est un chemin, c'est comme avec le climat. Je crois que les entreprises sont en train de prendre de plus en plus conscience. Mais d'abord, il y a un travail de conscience à faire, de conscience qu'elles ont été une partie du problème, qu'elles ont abîmé la biodiversité avec un rapport assez vorace. Et puis aujourd'hui, eh bien, cet changement de conscience qui est de se dire, est-ce que l'on peut être, en tant qu'entreprise, partie de la solution? Donc je crois que c'est ça qui est fondamental aujourd'hui, c'est cette prise de conscience et cette inversion de schéma. Vis-à-vis de la biodiversité. Alors après, il y a plein de solutions qui vont du biomimétisme au développement durable. Ce qui est, à mon avis, fondamental, c'est que les solutions qui sont mises en place ne soient pas périphériques, symboliques, décoratrices, mais que ce soit des solutions qui sont au cœur du business model et qui changent fondamentalement l'entreprise. Et puis, je reviens à mon dada, mais la biodiversité, c'est aussi les hommes. Donc, quand on dit qu'une entreprise s'engage pour la biodiversité, elle s'engage aussi pour ses salariés, comment on travaille, comment je travaille avec mon collaborateur, comment je respecte leur propre rythme en quelque sorte, leur propre participation, leur propre biodiversité en quelque sorte, et comment je protège ou je m'occupe aussi quelque part des consommateurs comme faisant eux aussi partie de la biodiversité. Donc je crois que c'est un changement fondamental de perspective qu'il faut mettre en place, et je pense qu'il y a un mouvement d'accélération, donc il faut soutenir, il faut attiser. C'est pas difficile parce qu'il y a énormément de causes en fait. Comment choisir entre, effectivement, on disait les oiseaux, les poissons, comment on fait en fait quand on est une entreprise, on veut faire quelque chose, on fait quoi en fonction de peut-être sa situation géographique à côté de chez soi? Oui. Je pense qu'effectivement, après tu compléteras si tu veux, mais il n'y a pas de solution toute faite. Et chaque entreprise, par rapport à son territoire, par rapport à son activité, a d'autres solutions qui vont émerger. Je crois que c'est plus, je me répète, mais un peu ce changement de conscience qu'il faut faire. Et je pense qu'il faut avoir, ce qu'on essaie de faire nous chez Engage, une sorte de mouvement émergent, en faisant que ce n'est pas une décision simplement qui vient d'en haut, d'un changement stratégique, mais c'est aussi travailler avec ce qui constitue la richesse de l'entreprise, c'est-à-dire ces femmes et ces hommes, pour que les solutions soient territorialisées. Vous avez un programme, centré, oui, absolument. 10 mois pour une entreprise, c'est ça? Voilà. 10 mois pour devenir une entreprise alliée de la biodiversité, c'est ça? Oui, exactement. Ça, c'est le défi Engage qu'on a lancé, qu'on va lancer plus opérationnellement en septembre. L'idée, on travaille vraiment sur la sphère économique. Et l'idée, c'est d'accompagner d'abord 10 entreprises, entre 5 et 10 entreprises, à travers des conférences, des ateliers de co-création, des formations, pour qu'elles prennent connaissance, de ce qu'est la biodiversité, et qu'ensuite elles fassent héberger des projets de régénérateurs de biodiversité en interne. Donc on fait ça évidemment à tout un écosystème. Je crois qu'on s'inspire aussi du vivant nous-mêmes, donc avec un jury, avec Gilles Boeuf, qui est l'ancien président du Muséum d'histoire naturelle, la directrice du CEBIOS, Emmanuel Delannoy, qui est un spécialiste de l'économie régénératrice, justement. Et progressivement, ce défi va aussi permettre de tirer, de mieux comprendre en fait ce qui s'est passé. Quels sont les freins, qu'est-ce qu'on a réussi à faire pour transformer ces petites entreprises. Et ensuite, on aura une campagne, on va dire, d'influence pour montrer à la sphère économique en fait c'est possible de changer, qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place vite, à plus long terme, et qu'on soit, je l'espère, une source d'inspiration. Mais c'est pas fou qu'on en soit encore au stade de la sensibilisation en 2020? Si, parce que en fait, la biodiversité, les hommes l'ont utilisée. Alors, on peut mettre l'humain dans la biodiversité, mais globalement, on a tapé dans les caisses. C'est le jour du dépassement. Donc, on consomme du végétal, on consomme du minéral aussi, qui ne fait pas partie de la biodive, mais et on consomme de l'animal. Et on épuise les ressources.
Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a deux voies pour les grandes entreprises. Soit on se pose des questions tout de suite, alors on sensibilise les collaborateurs, on engage les collaborateurs sur comment je peux préserver la biodiversité. Typiquement, l'industrie de l'agroalimentaire a tout intérêt à se poser des questions très très vite sur la biodiversité, par exemple sur les abeilles. Quand on dit, il y a une estimation qui a été faite du boulot des abeilles, et leur valeur, c'est 143 milliards de dollars par an. Quand on dit ça à une entreprise de l'agroalimentaire, s'il n'y a plus de pollinisation, comment vous allez faire demain? Ou quand on dit ça à un assureur, quand on dit ça, enfin, il y a plein d'acteurs économiques qui vont se sentir concernés et qui vont mettre en œuvre une nouvelle stratégie de transformation, de nouveaux modèles d'affaires, certainement plus de bio, moins de pesticides, etc. Donc il y a toutes ces grandes entreprises, comme tu le disais, qui sont légitimes parce que sur leur métier, elles ont tout intérêt à préserver la biodiversité. Par exemple, Suez, qui travaille sur les déchets et l'eau, travaillent sur le problème du plastique dans les océans, ce qui est hyper légitime, mais ils apportent des solutions aux municipalités. C'est ça, il faut une cohérence dans l'engagement. C'est-à-dire que moi, ce que je déteste, c'est l'entreprise qui, pendant la semaine du développement durable, va mettre une ruche sur le toit et dire regardez, la RSE, c'est une ruche. Et les salariés ne comprennent rien, le directeur RSE devient ridicule. Voilà, donc il faut être sur le métier, il faut être sur le local. Ça, c'est une première étape. Et l'autre façon de faire, qui est très présent dans les entreprises, qui peut être considéré comme cosméto, mais pas tout le temps, c'est j'ai la fondation qui va développer des projets, faire du mécénat de compétences avec les collaborateurs, ou le super projet quand même, qui est 1% for the Planet, qui a été fondé par Yvon Chouinard, le patron de Patagonia, ce que évidemment fait Patagonia. Et en France, je crois que le patron de 1%, c'est Charles Kloboukov, le président de Léa Nature, qui est une entreprise qui vend des produits agroalimentaires bio. Et donc là, il y a un véritable investissement, parce que je donne 1% de mon chiffre d'affaires à des associations environnementales. Donc là, il y a un vrai relais au niveau local. Merci Thomas Parouti, on va s'arrêter là pour ce débat. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous, d'avoir parlé biodiversité. On va passer à la bonne idée du jour. Dans Smart Ideas, retrouvez des idées qui ont de l'impact avec BNP Paribas. La bonne idée du jour est celle de l'entreprise Hydraloop et nous sommes pour en parler avec sa responsable communication, Sabine Struver. Vous nous appelez d'un bateau, je crois. Oui, c'est ça, à Grèce, oui. En Grèce. Alors, vous êtes danoise, Sabine. Est-ce que vous pouvez nous présenter Hydraloop, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, volontiers. Alors, c'est un produit hollandais. Et nous concevons et produisons des produits de recyclage de l'eau décentralisés, innovantes, ayant gagné plusieurs de prix et qui sont les premières de ce genre dans le monde. C'est un enjeu majeur, le recyclage de l'eau. On n'en parle pas assez. Est-ce que vous pouvez expliquer une autre fois votre question, s'il vous plaît? Est-ce que c'est un enjeu? Est-ce que c'est important de recycler l'eau? À quel niveau c'est important? C'est très important parce que tout le monde devrait commencer à reconnaître la véritable coût et la véritable valeur de l'eau. C'est notre or bleu. Et car si nous continuons à traiter nos eaux mondiales comme nous le faisons aujourd'hui, nous ne serons pas en mesure d'assurer un approvisionnement en eau sécurisée pour les futures générations. Et par recycler à l'eau et par utiliser l'eau une deuxième fois, c'est très important et ça contribue à un monde plus, comment ça dit, sustainable. Alors, comment fonctionne Hydraloop concrètement? Alors, ça ressemble comme un frigo, une frigidaire, hein, donc c'est pas très grande. Et ça n'utilise pas les membranes, les filtres, et nous n'utilisons pas parce qu'ils bloquent. Et nous avons créé un système pour le consommant, c'est sans souci. Alors, nous utilisons float. Je le fais en anglais les mots parce que je ne connais pas en français. Allez-y. Sedimentation, flotation, dissolved air flotation, foam fractionation, biological treatment, un traitement biologique. Et le dernier, c'est une lampe UVC, donc l'eau est désinfectée. Et je pense à ce moment aussi avec le Covid, c'est très important de savoir que l'eau, après le traitement, c'est clair, comment ça dit, it's safe,
et on peut le réutiliser pour la toilette, pour le Et Sabine, pour vous le vous jardin. adressez à qui? Oui, Hydraloop s'adresse à qui? Aux particuliers, aux entreprises? pour tout le monde, pour tous. C'est pour les maisons, mais aussi nous faisons le petit pour les maisons et nous faisons le plus grand pour les lodges, pour les hôtels, pour tous les bâtiments. Merci beaucoup Sabine d'avoir été Merci. avec nous aujourd'hui en direct de votre bateau. Merci beaucoup de nous avoir parlé d'Hydraloop. C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact, mais on vous retrouve très vite avec Émilie. Oui Eva, on a hâte de vous retrouver demain pour une nouvelle émission et plein d'autres solutions. À très vite.